Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ce dimanche matin, on se retrouve un peu plus tôt que d'habitude aujourd'hui, puisque la personne que je vais interviewer se trouve dans un autre hémisphère, dans une contrée lointaine, et 20h ce soir. Ça va être le milieu de la nuit pour elle, donc hello Alexandra, je vois qu'elle nous rejoint, donc je te laisse me rejoindre, voilà. Hop. Alors, voilà. Coucou, Hello Alexandra, comment salut, vas-tu? salut Perrine, ça va bien et toi? Est-ce que tu m'entends bien déjà? Oui, je t'entends Ok, bien. De mon ok, côté super. aussi? Tu m'entends Oui, aussi? parfait pour moi. Ouais, Ouais. parfait pour moi. T'as une connexion assez stable? Oui, ça va, dans cet endroit, ça va. J'avais testé plusieurs connexions et celle-ci est pas mal. Ok, super. Bon, ben, merci beaucoup de m'accorder ce temps et d'avoir accepté cette invitation d'interview Ben, sur le thème du Dharma. merci à toi de m'avoir proposé cette invitation surtout. Avec grand C'est gentil. plaisir, je t'ai découvert l'année dernière, je pense, lors d'un live avec Charlotte Hoffman. D'accord, Et oui, j'avais beaucoup aimé ce que tu dégageais, j'avais beaucoup aimé tout ce que tu disais, ton approche de tout ce qui me tient à cœur aussi, tout particulièrement auprès des enfants. J'avais même acheté un de tes livres pour mes filles. Et tu vois, là, je le refeuilletais à l'instant, puis je suis tombée pile sur un passage et je me suis dit, mais c'est exactement de ça dont on parle, en fait, quand on parle de dharma, quand on parle de briller sa lumière. Donc voilà, je me réjouis d'autant plus parce que, parce que j'adore, il y a mille et une façons de parler de tous ces sujets oui. et on a chacun ouais, notre manière d'aborder ça et d'inspirer tout un chacun à briller sa lumière. Donc merci déjà pour tout ce que tu fais et j'ai hâte que tu nous en dises plus, surtout pour ceux qui ne te connaissent pas. Donc on va commencer directement. Oui, Ce que j'aime bien dire, c'est que moi, je ne fais pas grand-chose dans ces interviews, même s'il n'y a pas de questions pièges, mais je laisse vraiment l'interviewer parler et du coup se mettre en lumière. Donc vraiment, pas hésiter à incarner pleinement ce que tu expliques à tout le monde. Donc pour commencer, est-ce que tu pourrais tout simplement nous dire qui tu es, Alexandra, qui tu es? Souvent, ça va oui, de bien pair sûr. avec ce que tu fais. Euh, Oui, bon, commence par ça, puis après, je te donnerai ok. la suite du propos. Bah, je suis déjà une humaine, une femme, tout simplement, de 35 ans maintenant. Et j'ai du coup une petite fille qui va avoir 2 ans tout bientôt. Et, et en fait, ce qui m'importe vraiment dans le monde, en tout cas actuel, c'est, comme beaucoup, je crois, c'est de contribuer à, à vraiment cette création de ce renouveau, ce qui m'a toujours passionnée depuis enfant. C'est-à-dire que j'ai jamais aimé finalement les règles, j'ai jamais aimé le conformisme, j'ai jamais aimé le classicisme. Donc moi, ce qui m'a toujours impulsé, ce qui m'a toujours poussé, c'est vraiment l'innovation, créer, inventer, réinventer et encore. C'est une énergie que je porte qui est assez facile à toucher pour moi. Mhm. Et, et pour cela, en tout cas, c'est en lien avec ton thème. C'est pour moi, c'est vraiment suivre sa lumière intérieure et suivre son cœur. Donc être en maximum, en tout cas comme on le peut, en fonction de certains jours, être en harmonie avec soi-même. Voilà. Donc c'est d'accompagner les gens à être en harmonie avec eux-mêmes et donc être en harmonie avec leurs enfants et avec leur famille, dans leur famille. C'est ça, en tout cas, qui me porte aujourd'hui et de pouvoir le transmettre à travers différents supports. Tu as parlé des livres. Il y a aussi donc des supports plutôt audio aussi, donc avec des histoires audio, avec des chansons, avec aussi tout simplement une chaîne YouTube, des interviews, des formations qui sont au-delà d'un livre pour accompagner, comme je disais, vraiment chacun à se reconnecter à sa lumière, à son âme, à sa vérité
à ce qui est juste pour lui et à faire résonner cette justesse-là dans sa vie. Ouais, et donc ta particularité, c'est que tu t'adresses notamment à un public jeune, en fait. C'est ça, hein? Tu as à cœur Voilà, de partager ce message dès le plus vraiment. tendre enfance. Vraiment, ça, ouais, ouais, ça a toujours fait partie de moi, de par mon histoire personnelle, ça c'est sûr. On va Mais y revenir. voilà, on va y revenir. Mais ce qui était intéressant, c'est que plus finalement j'accompagnais des adultes, et plus les adultes eux-mêmes me disaient, mais pourquoi j'ai pas appris ça enfant en fait? Pourquoi j'ai pas eu ne serait-ce qu'accès en fait à cette ouverture d'esprit au-delà de finalement de croyances, parce qu'on peut dire que les croyances, enfin que la spiritualité, ce sont d'autres croyances qui sont des croyances spirituelles, mais c'est juste une autre manière de voir la vie. C'est de voir la vie d'un autre sens. Et juste avoir cette proposition-là dans un schéma éducatif, un schéma familial, d'avoir cet accès-là, cette porte-là qui s'ouvre à un moment donné. Et pour beaucoup, en fait, elle n'a jamais été présente, cette porte. Donc, ils ont dû l'ouvrir eux-mêmes. Et, euh, et moi, pour moi, ça a été le cas aussi. Et c'est vrai que, du coup, je me suis dit, mais de toute façon, l'adulte est bien souvent encore un enfant qui est blessé, donc il vit toujours un enfant à l'intérieur de nous. Il y a aussi de l'enfant intérieur avec la part divine, l'âme que l'on est, et puis bah, les enfants, tout simplement les enfants. Pourquoi pas accompagner l'enfant dès le plus jeune âge, ce qui éviterait bah, je dirais, une déconstruction plus tard, tout un tas de souffrances aussi qu'on s'inflige et de pouvoir bah, directement parler à la conscience de l'enfant, à leur conscience qui reste sensible à cette part-là en eux, à ce qu'ils sont vraiment, et de pouvoir donner la place à, à cette âme qui est en arrière-plan, mais de pouvoir lui donner toute la place et de pouvoir lui donner toutes les commandes, et puis d'apprendre à mieux se connaître. Parce que la plupart d'entre nous, nous ne connaissons pas. Et c'est ce qui fait que, eh ben, on n'arrive pas à être en harmonie, on n'arrive pas à s'écouter et on n'arrive pas à vivre sa vraie vie. Ce que moi j'appelle notre vraie vie. Voilà, avec un grand V à vrai et un grand V à vie aussi. Ouais, ce que moi j'appelle vivre son dharma, mais qui est Tout à effectivement fait. la même chose. Et c'est ce que j'explique à chaque fois, c'est que ce sont des thèmes qui sont à la fois très simples et en même temps pas faciles dans nos cultures à expliquer parce que oui, il y a la notion de spiritualité dans notre culture française, je trouve en tout cas encore plus, elle est assez inexistante chez certains. Moi, c'est pareil, elle était complètement inexistante jusqu'à mes 30 ans presque, je dirais. Donc, et il y a mille et une façons de l'aborder parce que chacun a sa sensibilité et il y a des mots, des termes, des images qui vont parler plus que d'autres. Et c'est vraiment le sujet de ces interviews, c'est du coup d'utiliser un parcours de vie pour, euh, pour raconter une histoire en fait autour de ce que c'est que vivre sa vérité, vivre son dharma, faire briller sa lumière et oui et être et ça passe évidemment par l'écoute de soi. Ouais. Oui, c'est très juste et je rajouterais juste par rapport à ce que tu as Vas-y. dit, qu'effectivement, dans en tout cas la culture éducative, sociétale, morale française, euh, ça n'a pas toute sa place. Donc la spiritualité n'a pas toute sa place. Et puis la spiritualité, pardon, fait peur aussi, puisque ça a été aussi très galvaudé. Il y a eu aussi une grosse emprise judéo-chrétienne qui est toujours présente dans la société, très moralisatrice et ce qui vient ternir ce qu'on met dans le mot et dans le sens que l'on donne à ce qu'est être spirituel et à ce qu'est la spiritualité aujourd'hui en 2022. Mhm. Ouais, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. J'adore parce qu'en fait, tu as déjà répondu à la question que j'allais te poser après, qui, dans ta présentation, en fait, tu as déjà inclus, moi, ce qui m'intéresse tout particulièrement quand on se décrit et quand on explique ce qu'on fait, c'est pourquoi on fait ce qu'on fait et qu'est-ce qui nous anime
derrière ça. Donc, tu as déjà touché un petit peu du doigt par rapport à ce que tu ressentais depuis ton enfance, toi, et les portes que tu as dû ouvrir toute seule. On va revenir un petit peu sur ton parcours. Est-ce qu'il y a autre chose que si en une phrase, tu devais justement synthétiser pourquoi tu fais ce que tu fais aujourd'hui? Comment tu l'as... Mais vraiment pour créer ce nouveau monde, tout simplement. Voilà. Et Mm. que chacun puisse incarner réellement sa lumière ici sur Terre et réaliser à quel point il est beau ou elle est belle, euh, à quel point effectivement tout peut être aimé et à quel point tout est amour et à quel point on peut apprendre à voir ça dans son quotidien, à incarner je dirais, à incarner vraiment la grâce et à voir la grâce en toute chose. Donc c'est ça qui me pousse vraiment et, et en une phrase, oui, c'est vraiment de bâtir ensemble, parce que pour moi, il y a aussi la notion de collectif qui est très importante, mais vraiment de bâtir, de construire ensemble les fondations de ce renouveau pour les nouvelles générations à venir et, et pour vraiment, comme on le disait, vivre cette vraie vie Mm. spirituelle, vivre en tant qu'âme, vraiment, Mm. en simplifiant au maximum. Ouais, 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 tu as dit une phrase, mais qui pour moi qui est tellement importante. Si chacun réalise à quel point il est beau et belle, pas dans le sens superficiel, enfin pas que en tout Oui, cas le sens de l'enveloppe physique, mais si on réalisait notre beauté intérieure, eh ben, le monde serait de fait beaucoup plus beau en fait. Si on cessait d'être en lutte permanente envers nous-mêmes, ça se reflèterait directement à l'extérieur. Donc ouais, c'est tellement important ça, tellement important. Du coup, dans ces interviews, ouais, l'idée c'est de revenir un petit peu sur ton parcours de vie. oui, Du peu que tu as partagé là, tu as laissé entendre que tu avais dû ouvrir certaines portes. Tu as touché du doigt le fait que dès petite, tu sentais qu'il y avait des choses pour lesquelles tu n'étais pas faite. Ouais, on pourrait revenir un petit peu sur ton parcours et plus particulièrement les événements que tu dirais clés dans ta vie, déterminants qui font celle que tu es aujourd'hui. Ce que j'aime bien rappeler, c'est que vivre son dharma, c'est vivre vraiment en accord avec nous-mêmes, avec notre vérité, notre lumière intérieure. Euh, et pour moi, il y a vraiment deux facettes. Il y a à la fois justement la réalisation que ça ne veut pas forcément dire que c'est tout rose tous les jours et oui, que justement la vie nous envoie souvent des, les épreuves qui vont nous permettre de nous reconnecter en fait à cette lumière, à cette force intérieure. Et souvent, ça peut passer par des situations inconfortables, voire très inconfortables. Donc j'aime bien commencer par ça, entre guillemets. Si toi, il y a voilà, oui, des choses que tu as dû affronter qui t'ont... Et puis ensuite, on parlera du côté plutôt, une fois justement qu'on est sur cette voie vraiment alignée avec notre âme, à quel point la vie nous soutient aussi. Et donc on parlera plus de tout ce qui est synchronicité et magie de la vie quand on s'autorise à vivre vraiment notre lumière. Mais donc revenons plutôt sur Alexandra, petite, qui découvre la vie et peut-être ces épreuves qui sont mises sur ton chemin pour te ok. reconnecter à toi. Alors, quand tu m'as parlé de grands événements, il y en a eu plusieurs, mais finalement, on pourrait tous leur trouver un lien, ce qui est vraiment un mot, ça se résumera en un mot, c'est la mort. Voilà, la mort. Donc, des petites, je voyais des morts, dont en fait ma grand-mère. Et, et en fait, ça arrivait assez brutalement, sa mort. Et ça a été très difficile, en tout cas dans mon cercle familial. Et en fait, en la voyant naturellement, parce que j'avais 3 ans, j'en parlais. Et j'ai compris très rapidement que je pouvais pas en parler puisque j'avais une violence en fait qui m'était retournée
parce que c'était pas possible que j'ai connu, que je la connaisse comme ça. C'était pas possible que je continue en fait finalement à pouvoir entrer en contact avec elle. Et j'ai compris que il y avait, c'est là que ça a fait une scission. J'ai compris qu'il y avait comme deux réalités, en tout cas. Et puis, c'est aussi ce que je pouvais vivre dans ma famille, c'est-à-dire que j'avais cette sensation que mes parents n'avaient rien à faire ensemble. C'est-à-dire que vibratoirement, ça matchait pas. Et c'était aussi le cas bien souvent dans les gens que je rencontrais, dans ma famille plus éloignée. Mais il y avait plein de choses comme ça qui me paraissaient complètement en décalage, complètement euh, ben, presque enfin, qui me mettaient vraiment dans une incompréhension totale. Et dans le monde dans lequel j'étais, en tout cas dans la famille, dans le cercle familial dans lequel je m'étais incarnée, que j'avais choisi. Et j'étais profondément, je me sentais profondément seule, très très seule avec tout ça. Et donc j'ai essayé tout simplement de rentrer dans le moule, que ce soit dans le moule familial ou dans le moule aussi éducatif, parce que pareil, dans le moule éducatif, j'y rentrais pas non plus. Déjà à cette époque, en tout cas à mon âge, il n'y avait pas beaucoup de gauchers. J'étais gauchère. Les institutrices n'arrivaient pas à m'apprendre à écrire. Ça leur posait problème. Et puis j'avais besoin de bouger quoi. J'arrivais pas à rester en place, que ce soit au niveau physique, mais au niveau des mental aussi, au niveau de mes pensées, au niveau de ma manière de me concentrer, qui était ma manière à moi, bien particulière, qui est toujours valable aujourd'hui, qui n'a pas changé d'ailleurs. Et donc oui, c'était aussi assez compliqué. Et ce qui m'a en fait créé un autre choc, c'est finalement une maladie, donc qui est aussi en lien avec la mort, puisque en fait la maladie c'est aussi une petite mort, on pourrait la catégoriser de petite mort. Mais très très jeune, en fait, à l'âge de 12 ans, j'ai commencé à avoir des problèmes de santé. Et puis ça s'est aggravé à l'âge de 17 ans où j'ai eu une hernie discale qui m'a paralysée et avec laquelle j'ai dû rester alitée pendant des mois en fait dans mon lit. Et j'allais aussi, enfin voilà, on m'obligeait à aller en cours et donc c'était très compliqué pour moi. Donc je faisais les cours debout parce que je n'arrivais pas à rester assise. Et donc voilà, j'ai été jusqu'à l'opération avec après de la rééducation et ça aussi, ça a été donc du coup très confrontant de par ce que ça m'a permis le réveil que ça m'a permis de toucher en moi à l'intérieur. Et ça s'est en fait enchaîné rapidement parce que j'avais un programme assez rapide et en fait j'ai enchaîné sur du harcèlement moral et sexuel en entreprise lors de mon premier stage. Et là, c'est pareil, donc c'est mon corps qui me parlait, ça a toujours été le cas de toute façon. Il y avait ce schéma intérieur qui est vraiment, il faut que ça passe par mon corps, que ça aille vraiment jusqu'au bout pour que je puisse en parler, pour que je puisse transmettre, pour que je puisse en tout cas transformer les choses. Et donc, voilà, j'ai subi du harcèlement moral et sexuel. Tout le monde, enfin voilà, on ne me croyait pas, mes parents ne me croyaient pas, ça a été jusque-là quand même, en me disant que c'était ma faute, que c'était moi, que j'étais provocatrice, enfin voilà, tout ce genre de mots. Et donc, j'avais cette force en moi de me dire que non, c'était injuste et que il devait y avoir justice et donc une justesse pour moi. Et donc, je suis restée jusqu'au bout pour avoir, si tu veux, la reconnaissance de ce qui s'était passé. Donc, ce que j'ai réussi à avoir. Et ensuite, je suis partie de cette entreprise. Et à chaque fois que j'allais dans une entreprise, au bout d'un an, 1 an et demi, en fait, j'avais fait le tour, je m'ennuyais. Et à cette époque-là, j'avais pas encore compris que c'était tout simplement pas ma voie. Et je sais pas si je m'entêtais parce que je crois pas, je sentais très bien à l'intérieur de moi. Mais mes parents
n'était pas du tout rassurée que je prenne une autre voie. Et j'avais encore cette emprise-là, finalement, familiale, sociétale, qui était encore assez forte. Et puis, il a fallu plusieurs autres événements pour que ça finisse par pleinement craquer. Donc, ça en fait partie, le harcèlement moral et sexuel en fait partie, puisque grâce à ça, je suis allée voir, en fait, une énergéticienne. Enfin, grâce avant à la hernie discale, je suis allée voir une énergéticienne. Et à partir de ce moment-là, en fait, j'ai fait partie d'un groupe spirituel où on se donnait rendez-vous mensuellement, 2 fois par mois, pour faire des voyages, travailler sur nous-mêmes, en binôme, développer en fait nos capacités extrasensorielles. Et à partir de ce moment-là, je savais que j'allais prendre une autre voie. Et justement, lors de la fameuse, du fameux harcèlement, de la fameuse expérience du harcèlement moral et sexuel, là, j'ai fait le choix de me former en parallèle de mon travail. Donc, j'étais auditeur et contrôleur interne. Et donc, c'est ça qui m'a vraiment motivée à me dire, OK, là, maintenant, tu te formes. Et donc, je me suis formée en parallèle, mais j'y allais toujours pas. Et Tu t'es formée à quoi, du coup? je m'étais formée à l'hypnose, Ok. voilà, que j'ai presque pas du tout utilisée, mais c'était une bonne porte d'entrée qui m'a rassurée aussi. Et, euh, et donc, je me suis formée à ça. En parallèle, j'ai commencé à donner des séances. Et je gardais, en fait, et les séances et, euh, et mon travail. Et puis, il est arrivé un événement familial tout simple, tout simplement un divorce. Mais là, mon père, en fait, s'est pendu, a fait une tentative de pendaison. Et à ce moment-là, en fait, quand les pompiers t'appellent et ben t'entends d'une voix ce qui se passe, ce qu'on te dit. Bon, j'avais déjà vu plusieurs fois depuis petite que de toute façon il allait se passer un événement comme ça, donc il y avait une partie de moi qui était au courant. Et puis de l'autre côté, tu entends une autre voix en disant ça y est, c'est le moment. Tu peux tout lâcher, tu peux partir et tu peux vivre ta vie maintenant. Voilà, tu peux arrêter ton travail et arrêter de faire semblant, t'es libéré. Comme si finalement cet événement euh, cette mort, en fait, pour moi, mon père est mort ce jour-là. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui s'est complètement cassé, délité, toute une emprise, euh, et ça m'a libérée. Et de ce fait, eh bien, la vie avait décidé même pour moi, puisque rapidement après, ils m'ont licenciée sans motif réel et sérieux. Et d'ailleurs, je suis aussi allée jusqu'au bout de cette injustice. Euh, et j'ai gagné parce qu'il y avait, bon, bref, dans les entreprises à cette époque-là, dans cette entreprise-là, il y avait vraiment un rachat en fait de la petite entreprise par vraiment un mastodonte. Et donc, il y avait beaucoup de gens qui avaient été licenciés à tort. Ça a été mon cas aussi. Et donc voilà, à partir de ce moment-là, eh bien, on entre dans la deuxième partie, ce qui est la partie effectivement là, qui est de suivre son dharma et d'avoir des synchronicités qui sont mises sur notre chemin. D'où ce licenciement, tu vois, qui en fait partie. Et toutes les synchronicités avant, c'est-à-dire que j'aime bien dire que finalement, bien souvent, on croit que la vie nous empêche de quelque chose, et elle nous empêche, comment dire, on a l'impression toujours qu'il y a une certaine forme d'injustice où on peut croire que elle nous bloque en fait. Et en réalité, elle fait tout l'inverse, c'est-à-dire qu'elle nous empêche parce que ce n'est pas notre juste, c'est pas notre voie. Donc on est en réalité complètement accompagné, complètement guidé, complètement mené vers où on doit aller. Donc, toutes les années avant, finalement, où je m'en rappelle, mon frère me disait, mais t'as jamais de chance, Alexandra, etc. Mais en fait, j'avais beaucoup de chance puisque j'étais très, très bien guidée. Et ça durait pas longtemps en plus. C'était très rapide. Très, très rapide. J'étais mise au courant assez vite qu'il fallait pas que je continue dans cette voie-là. Et voilà, j'ai en tout cas là pleinement suivi le flow et très rapidement j'ai eu beaucoup d'accompagnement en individuel
Et ensuite, après, j'ai commencé à créer des formations en collectif, etc., etc. Hmm. Pardon, je bois. Oui, Wow. je vais faire de même. Merci de nous avoir partagé tout ça parce que ben, chaque fois qu'on exprime quelque chose, finalement, on peut revivre juste l'espace de quelques secondes toutes ces situations et j'imagine que c'est pas toujours des bons souvenirs, mais c'est magnifique de voir à quel point tu as le recul nécessaire pour voir ce qu'elles t'ont apporté plutôt que ce qu'elles t'ont pris. Et la phrase, tu vois, qui me venait en écoutant tout ça, surtout tu vois, quand on te voit sur les réseaux, il y a vraiment cette douceur qui se dégage de toi, quelque chose de presque angélique et ouais, d'entendre, tu vois, cette force et ce courage d'aller au bout ben ouais, des injustices qui t'ont été faites, c'est vraiment chouette. Et la phrase qui me venait, euh, bon, moi je mélange souvent le français et l'anglais, C'est l'anglais. euh, c'est cette phrase qui dit Life never gives you more than you can take. Donc la vie te donne jamais plus, entre parenthèses, d'épreuves que ce que tu n'es capable en fait d'affronter. Et donc, tu vois, quand tu nous listes tout ça, je me dis waouh, mais cette fille, elle a une force incroyable pour pouvoir être là, droite, nous raconter ça avec le sourire. Et donc c'est beau, ouais, et ouais, encore une fois, de réaliser à quel point la vie nous soutient tout le temps, même dans ces épreuves qui sont challengeantes, en fait. Oui, complètement. C'est tout à fait juste ce que tu viens de dire et c'est marrant parce que depuis hier, j'ai cette image du livre qui me revient, mais c'est vraiment ça en fait. On a l'impression que, tu vois, les portes se ferment, sont fermées. Mais en réalité, derrière la porte, il y a des forces. Tu vois, il y a des forces, il y a des énergies. Et ces Mm. énergies-là, quelquefois, eh ben, on n'est encore pas prêt à les affronter pleinement. Tu vois, on n'est pas prêt à faire corps avec, on n'est pas prêt à les épouser, on n'a pas encore acquis intérieurement assez de force intérieure. Et à un moment donné, eh ben, elles s'ouvrent. Et elles s'ouvrent parce qu'on est capable de les ouvrir. Et ça, c'est souvent les obstacles qui sont mis sur notre chemin. C'est pour grandir intérieurement dans cette force-là et pour voir ouvrir la porte. Parce que si c'est mis sur notre chemin, c'est qu'on est en capacité d'ouvrir la porte. C'est pas pour Absolument. rester au bout de la porte, c'est pas pour rester derrière, mais c'est parce qu'on est capable de l'ouvrir. Ouais, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Et ouais, et ça, ça demande du temps, ça demande du recul, mais je trouve que ça change tout, en fait, de voir les obstacles comme ça et de réaliser à quel point on grandit et ouais, à quel point on acquiert de la force. Oui, mais Et ce qui est aussi intéressant, c'est que plus en fait on s'ouvre à cette compréhension, déjà, rien que déjà au niveau mental, plus on va pouvoir descendre dans ce ressenti. C'est-à-dire qu'on va pouvoir vraiment scinder les choses en disant, voilà, ça, c'est ce que veut cet espace en moi, espace mental, espace égotique, ça, c'est ce qu'il aimerait. Il aimerait ouvrir la porte tout de suite. Mais je peux sentir, quand je descends dans mon cœur, dans cet espace-là, dans cet autre espace, que finalement, ce qui se passe, c'est complètement juste. Et que même si c'est confrontant, même si ça demande une scission, même si c'est fort à vivre, même si c'est douloureux à vivre, il y a une partie de moi, cette part-là en moi, mon âme, elle est OK de la vivre. Et je ouais, dirais même, elle aime la vivre, ouais, tu vois. et quelque part, Et peut-être même, avec elle le est venue sourire, pour ça. voilà, avec le sourire, mais elle est OK avec ça, elle a besoin de cette expérience-là, Ouais. tu vois. Et ça, c'est aussi très fort à ressentir ça. Et ça peut tout de suite nous permettre de nous détendre et de moins lutter, comme tu disais, Ouais, mais de vraiment se détendre du coup avec ce que l'on vit. ouais, ouais, Et donc d'être plus cool avec soi, d'être moins dur, d'être plus cool avec soi-même, c'est ça. d'être d'être plus compatissant avec soi-même, d'être plus indulgent avec soi-même. Ouais, et de vraiment laisser les émotions nous traverser sans y résister, en fait. Et Oui, c'est vrai que tout ce travail d'intériorisation qui peut passer par plein de moyens,
de mon côté. Pardon, c'est le yoga, c'est la méditation, c'est l'introspection à travers le coaching. Euh, mais c'est tellement intéressant de réussir à prendre ce recul et d'observer effectivement que, ah tiens, il y a une partie de moi là qui est complètement azimutée, en panique, en colère, ce que tu veux. Et de réaliser qu'en même temps, effectivement, on peut avoir cet espace qui est toujours en paix. Donc c'est... Mais ça demande une vraie pratique. Et ce que je réponds, enfin, que je répète très souvent dans ces interviews, parce qu'on ne nous l'apprend pas dès tout petit, en fait. Non. Et c'est là où tu interviens et tu vas changer la donne et tu changes la donne actuellement. Oui, Ouais. oui, bah, il n'y a pas que moi. C'est vrai que j'ai longtemps donné les ateliers moi-même aux enfants. Et aujourd'hui, j'accompagne les gens à en donner De former. à ma place. Ouais, je les forme à animer ces ateliers-là, au-delà des ateliers que je donne dans les retraites spirituelles parents-enfants. Mais comme je dis souvent, pour qu'il y ait plein de petits îlots de lumière un peu partout, en France et au-delà, et que les enfants aient accès à ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire à des espaces qui proposent ce qu'on ne propose pas à l'école, ou parfois aussi ce que ne propose pas la famille. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans ces ateliers, finalement, ça va venir questionner l'enfant, qui va questionner son parent, et le parent va devoir se questionner lui-même. Et généralement, ça va faire un effet magique, et c'est toute une famille qui va venir être impulsée vers cette voie et vers cette reliance, cette reconnaissance. Et c'est ça qui est magique. Enfin, moi, c'est ça que je trouve vraiment merveilleux. Et parce que finalement, bien souvent, ce que je dis, c'est que on met, on voit ça. Il y a une mode un peu du développement personnel. Voilà, on met les enfants à la méditation, on met les enfants à des ateliers bien-être. Mais quelquefois, il y a une différence entre le bien-être et être bien. Voilà. Donc, il y a le bien-être et puis la marche au-dessus, c'est comment être bien. Je peux apprendre à me faire du bien, mais comment être bien avec moi-même et avec les autres. Et si finalement, lui, l'enfant, il s'ouvre à comment être bien, forcément, le parent, il va devoir s'ouvrir aussi lui-même à comment être bien moi avec moi-même, pour être bien avec mon enfant. Parce que le mettre simplement à des ateliers, ça va pas suffire. Parce que si à la maison, vous n'êtes pas bien avec vous-même ou avec votre mari, et ben vous serez pas bien avec votre enfant. Et donc vous aurez l'impression que les ateliers, ça marche pas, que c'est nul, il se passe rien. Parce que ça demande Ouais, de l'incarner soi-même d'abord, c'est ça. et pas Ouais. que l'enfant. Il faut l'accompagner, l'enfant. On s'élève ensemble, et on s'accompagne ensemble, on grandit ensemble. On est, on n'est jamais seul en réalité, on est un ensemble, on est une seule et même conscience. Et la cellule familiale, c'est aussi une seule et même conscience. On peut prendre aussi cette métaphore-là, cette analogie-là, pour bien appréhender ce qui se passe dans une famille. Ça devient aussi une seule et même conscience. Donc on est obligé d'avancer ensemble, même si effectivement il y a différentes couleurs qui s'assemblent, et elles sont faites pour s'assembler, comme l'arc-en-ciel. Et quelquefois, on n'arrive pas à s'assembler, parce que, encore une fois, on ne se connaît pas, et on aimerait aussi que notre enfant soit comme nous, soit un prolongement de nous-mêmes. Donc, je parlais de couleurs, soit la même couleur, soit de la même couleur que nous. Et c'est là que va venir les confrontations. C'est que l'enfant va dire, mais non, non, je ne suis pas comme toi. Regarde-moi. Regarde-moi tel que je suis. Et regarde-toi tel que tu es. Donc l'idée, oui, dans les ateliers, c'est ça. C'est accompagner et intervenir auprès des enfants, mais intervenir finalement auprès de toute cette cellule familiale. Parce que l'un ne va pas sans l'autre, en tout cas pour moi. Ouais. Ouais, j'aime toujours beaucoup cette analogie de la cellule en fait. Autant on peut se voir individuellement comme les cellules de cet organisme vivant gigantesque qu'est la Terre, mais la cellule familiale aussi et l'importance en fait de l'énergie, de la couleur, comme tu dis, de la note de musique de chacun et de l'importance de l'harmonie au sein de ces cellules qui vont impacter et créer
tu as parlé de magie tout à l'heure, on peut parler de cercle vertueux Oui, sur les autres. Et ça aussi, c'est un thème qui revient systématiquement. Enfin, pour moi, qui est vraiment important de réaliser que prendre soin de soi, être bien avec soi, c'est tout sauf un acte égoïste, en fait. Parce que c'est en prenant la responsabilité de notre bien-être qu'on va pouvoir impacter les autres autour de nous. Et pour revenir au sujet des enfants, c'est vrai que pour être maman, moi aussi, les enfants, c'est c'est nos plus grands maîtres. Et ouais, c'est une chose d'avoir nos pratiques d'un côté, mais de réussir à l'incarner pleinement dans notre quotidien, et plus particulièrement notre quotidien de parents. C'est vrai que c'est c'est un exercice de chaque instant, et c'est ça qui est génial aussi, parce que c'est la vie, en fait. La tout vie à n'est fait. qu'un acte C'est d'équilibre, de danse de chaque instant. complètement, complètement. Ça me fait sourire parce que je repense à beaucoup de maîtres spirituels dont on parle souvent. Et quand on regarde, beaucoup n'ont pas d'enfants, n'ont jamais eu d'enfants. Hmm. Donc, ça me fait toujours sourire. Et il y a plein de... On est aussi, je trouve, en ce moment dans une déconstruction de ce qu'est la spiritualité. Comment, en tout cas, on l'a appréhendé, comment on l'a conceptualisé pour revenir à une spiritualité plus vraie, donc plus authentique, plus humaine. Euh, et ça passe, selon moi, par remettre à jour certains concepts qui sont, euh, qui sont caduques aujourd'hui, qui ne l'étaient pas en tout cas avant, mais aujourd'hui, en tout cas, je pense que on peut voir les choses complètement différemment. Je pense qu'on peut s'ouvrir à élargir en tout cas vraiment notre conscience de ce qu'est la spiritualité aujourd'hui et encore plus quand on devient parent parce qu'on se voit bien que prendre soin de soi c'est beaucoup plus facile quand on a que soi à s'occuper mais quand voilà il y a un enfant deux trois quatre bon ça je sais même pas ce que c'est hein. Je sais même pas aujourd'hui comment c'est possible en réalité donc je comprends pourquoi au fur et à mesure en tout cas des années, les familles se rétrécissent si on veut en tout cas faire les choses avec plus de conscience euh, que comment on vivait avant de manière communautaire. Je le vois là au Sri Lanka, en ayant aussi beaucoup d'enfants. On ne peut pas avoir la même, euh, la même conscience, en tout cas pour chacun des enfants, et la même, je dirais, la même rythmique intérieure pour chacun des enfants. Si on est 6 10 voilà, dans une famille nombreuse, en tout Mhm. cas comme on peut voir dans certains pays encore. Mhm. Ouais, ouais. Ouais. Non, c'est sûr que cette notion de spiritualité, elle est en constante évolution, et je pense qu'elle a subi aussi les dérives, les dérives et la, et la corruption et le mensonge qui finalement s'est immiscé un petit peu partout. Enfin, en tout cas, moi, c'est vraiment cette impression que j'ai, d'autant plus depuis la crise de ces 2 dernières années, euh, Non, je à pense que quel point les... finalement, Ouais, pardon, excuse-moi, vas-y, fini. non, à quel point, ouais, voilà, finalement, euh, pardon, pour expliquer mon propos, je vais rebondir sur une discussion que j'avais une fois avec une amie. Euh, et on parlait de la nature humaine. Et moi, je lui disais que j'étais vraiment convaincue, et je m'en étais vraiment rendu compte justement à la naissance de ma première fille. Je suis convaincue de la bonté de la nature humaine, tu vois, de l'homme. Et je me souviens quand j'ai pris ma fille dans les mains, de me dire, mais c'est fou de se dire que chaque être humain, même ceux qu'on considère comme les plus horribles, les plus monstrueux, sont passés par cet état de fragilité, ouais, comment, c'est quoi le mot que je cherche, de vulnérabilité, de, de confiance, et que c'est pour moi vraiment la société, en fait,
qui est malade aujourd'hui et qui vient transformer cette nature profondément bonne. Et voilà, bon, bref, c'était une petite aparté parce que du coup, pour revenir à la spiritualité, et tu parlais de ça, ce qui a été galvaudé, qui peut faire peur, parce que je pense que aussi dans la spiritualité, il y a eu ce besoin de s'en remettre à une autorité extérieure, en fait. Et que pour revenir au thème de ce live, et qui est de vivre son dharma, vivre sa vérité personnelle, je pense que justement la reprise en main de notre spiritualité aussi peut vraiment contribuer à ce monde meilleur dont tu parlais en début de live. Ouais, je pense vraiment que, en tout cas, avant la spiritualité, on était dans une ère qui n'est pas l'ère dans laquelle on est rentré, donc l'ère du Verseau, mais c'était une ère d'utopie. C'était une idéale où on était là pour se relier à nos idéaux. Et, en tout cas, aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle ère où on nous demande d'incarner nos idéaux. Donc forcément, cette spiritualité, elle va forcément changer et elle va forcément se transformer en quelque chose d'autre que nous ne connaissons pas encore, que nous sommes en train d'écrire, mais qui va ressembler à une autre spiritualité beaucoup plus authentique, comme je disais, beaucoup plus vraie, beaucoup plus proche de nos vies, de femmes, d'hommes, d'humains, de parents, de mères, et vraiment une spiritualité qui s'incarne vraiment dans le quotidien. Et c'est ce qui est marrant, c'est ce qu'on voit, c'est ce que les gens demandent aussi en accompagnement, en formation, même en accompagnement individuel, tu dois le voir. Les gens, souvent, c'est la question, mais comment je fais dans mon quotidien? Comment je fais là, comment tangiblement, concrètement je fais? Et ça va être, c'est vraiment génial, ça va être d'une richesse incroyable. Voilà, il va naître tellement de choses beaucoup plus applicables, beaucoup moins idéalisées, beaucoup moins, je dirais, référées, en tout cas avec des références peut-être qui nous laissent penser qu'il y aurait des privilégiés, des initiés. Car en fait finalement nous vivons tous des initiations et ces initiations sont dans le quotidien, donc nous sommes tous des initiés en réalité. Et donc voilà, en tout cas c'est vraiment ce que je sens fort en ce moment et je trouve ça génial quoi. De pouvoir vraiment être là en ce moment pour vivre tout ce renouveau, c'est formidable. Je pense qu'on a vraiment tout à chacun une vraie carte à jouer à incarner réellement ses idéaux. Là, pour moi, en tout cas, vraiment, tout est possible. Tout est possible si on se donne cette possibilité intérieure, si on s'autorise. Mais tout est là, tout est ouvert et on est porté, on est accompagné, on est réellement guidé à cela en ce moment. Ouais. Plus que jamais. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ben, je pense qu'on vit un peu ce dont on parlait tout à l'heure, les épreuves qui nous façonnent et qui nous aident à toucher du doigt nos forces et nos ressources. Je pense qu'on est clairement en train de vivre ça à l'échelle collective et je suis convaincue de l'issue lumineuse de tout ça. Ça prendra le temps que ça prendra, mais j'en suis convaincue aussi. Ouais, du coup, pour revenir à toi et ton parcours, donc je disais tout à l'heure que j'aime évoquer à quel point justement quand on s'autorise à briller sa lumière, à vivre son dharma, la vie nous soutient. Ça aussi, j'en suis vraiment convaincue. Et ça se manifeste souvent par des synchronicités, des opportunités qui se présentent, des rencontres magiques. Est-ce que toi, tu en aurais quelques-unes qui t'ont plus marqué que d'autres ou alors peut-être que souvent c'est en fait ce qu'on me dit dans les interviews, mais en fait c'est tout le temps, tous les jours. Ouais, c'est ça. Je vais pas
je vais pas changer ce qui est dit régulièrement, mais non, il y a tellement, tellement de synchronicité. J'en aurais pas une qui me vient comme ça particulièrement, même si elle est beaucoup plus personnelle, mais c'est vrai que je me suis toujours plus ou moins sentie guidée de toute façon. J'ai vraiment toujours eu cette chance, en tout cas, de pouvoir sentir cette lumière qui m'accompagnait et de sentir cette force au-delà de tout ce qui se passait, de tout ce que je pouvais vivre de très confrontant, de très douloureux, de très difficile, parce que ça l'a été, même jeune. Enfin, voilà, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais j'étais vraiment aussi en prise euh, par des entités, donc par voilà au niveau de l'astral, avec des entités qui étaient vraiment très très embêtantes pour moi en étant enfant. Voilà, en me poussant vraiment à des choses assez noires, même petites. Et donc voilà, il y a eu plein de choses vraiment très difficiles, mais il y avait toujours ce soutien en arrière-plan, cette force en arrière-plan, cette lumière qui est là, qui, euh, qui me montrait une autre voie, qui m'accompagnait, qui me rassurait, qui me sécurisait, parce que notre sécurité, elle se trouve à cet endroit-là. Et comme tu le disais tout à l'heure, elle ne se trouve pas à l'extérieur, elle se trouve dans notre centre, dans notre ancrage à notre âme. Et, euh, et voilà, ça, c'était toujours présent. Après, il y a eu plein de petites synchronicités, comme je le disais tout à l'heure, ben, des portes qui se ferment, ça, il y en a eu beaucoup. Des portes qui se ferment et en fait, qui avaient vraiment besoin de se fermer et qui étaient des synchronicités pour moi, pour me faire comprendre que c'était pas le bon chemin. Il y a eu aussi des synchronicités sous terme de rencontres. Moi, par exemple, mon compagnon actuel, je l'avais rencontré il y a 8 ans sur un salon. Et voilà, le premier salon que je faisais pour présenter justement les accompagnements, les formations, quand les salons existaient à l'époque où c'était encore sympa d'y aller avant, avant le Covid. Mais voilà, c'est une synchronicité aussi incroyable parce qu'on avait le stand d'à côté. Voilà, il s'est passé beaucoup de choses en fait au niveau subtil dans cette reconnexion. Et puis, je sais plus maintenant, mais 6 ans plus tard, on s'est retrouvés comme ça par hasard. Hein, voilà, parce que le hasard n'existe pas, mais on dit par hasard, donc par synchronicité. Mais voilà, c'est aussi une synchronicité incroyable. Donc voilà, il y a cette synchronicité-là, mais il y en a dans la vie de tous les jours. Comme je le disais il y a quelques mois, voilà, c'est très difficile là où j'habite, en tout cas, de trouver par exemple une nounou pour ma fille, parce qu'en tout cas, on souhaite la garder à la maison. Et, et c'est vrai que bah, j'avais fait en tout cas une demande en disant voilà, on a vraiment besoin d'une aide, en fait, de quelqu'un qui puisse nous aider pour les mois à venir. Et voilà, m'étais toujours dit à l'esprit, ben, s'il peut y avoir même peut-être des enfants, puisque ce serait bien qu'elles soient en contact avec d'autres enfants, même plus grands, c'est chouette. Et puis un jour, enfin j'avais mis des annonces dans des petits villages à côté, et puis un jour, je reçois un appel téléphonique d'une petite fille de 12 ans qui m'appelle en me disant, voilà, je veux faire du babysitting, je veux travailler avec les enfants plus tard, j'ai l'intention de monter une crèche, j'aimerais vraiment vivre, j'ai vu votre annonce, j'aimerais vraiment vivre cette expérience, etc., etc. Et ce qui était drôle, c'est que j'avais vu son annonce aussi. Elles étaient deux petites filles, en fait, elles avaient mis une annonce ensemble. Et j'avais rigolé, j'avais souvent en me disant, mais c'est une blague 12 ans. ou c'est... Enfin, ouais. Ouais. Et en fait, non, c'était pas une blague. Et les parents étaient bien sûr au courant, etc. Et puis, bah, on a fait le choix de dire oui à ces deux petites filles, de vivre cette aventure avec elles. Et voilà, c'était vraiment chouette. Ça nous a bien aidé pour le mois qui nous restait avant de partir en voyage. Et c'était génial, quoi. Et donc voilà, Génial. c'est une synchronicité, mais voilà, merveilleuse.
Il y en a effectivement beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais, ouais, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que pour saisir et pour voir les synchronicités, il faut s'autoriser aussi à ce qu'elles puissent prendre des formes complètement inattendues. Tout à fait. Et tu Et vois, c'est c'est vrai que souvent ce qu'on ne sait pas faire. C'est très voilà, juste ce que tu dis. ouais. C'est très, très juste. Parce que Complètement. naturellement, tu te Ce qui dirais est, pas, bah oui, je vais chercher une babysitter de 12 ans pour ma fille de 2 ans. Tu te dis, bah non. Et en fait, pourquoi pas? Et pourquoi? Parce que voilà, tout dépend des besoins que tu avais vraiment. Et peut-être qu'une enfant de 12 ans était tout à fait capable. Mais encore fallait-il avoir cette ouverture d'esprit. Et c'est vrai, tout c'est à vrai. fait. Mm. Et c'est très, très juste ce que tu viens de dire. Et on le fait tout le temps, en réalité. Mm. Parce que, on a une intention. Et cette intention, on a le droit de la projeter. C'est OK de la projeter. Mais on la projette en lui donnant une forme. Donc, Ouais. en réalité, on la fige dans quelque chose qu'on définit. Et, et finalement, ça vient nous limiter de Mm. figer autant, de donner une forme autant. Et on le fait aussi dans tout processus créatif. Je sais pas si tu remarques, mais généralement, souvent, j'entends des personnes disant, oui, voilà, j'ai une idée, donc du coup, ça sera un livre, ça sera comme ci, ça sera comme ça. Mais ça se trouve, c'est tout autre chose. Mais en ayant projeté cette forme-là, eh ben, on va figer et on va agglomérer une énergie, toute une énergie, en fait, sous cette forme, comme on l'a décidé. Ouais. Mais quelle partie de nous le décide? Ça, c'est l'ego qui décide ça, généralement, quand on peut identifier cet espace en nous qui désire ça sous cette forme-là. Et c'est dommage, en réalité, même s'il n'y a pas de dommage en soi, parce que la vie va nous apprendre que, bah, non, c'était pas cette forme-là, Mm. tu vois? Donc, Ouais. on va vivre une expérience, on va venir se confronter pour bah, enlever ce qui était figé, ce qu'on avait figé, pour le déliter et réouvrir la porte à toute autre Mm. chose, à un champ des possibles qu'on avait du coup restreint. Et là, on va l'ouvrir complètement. Et on va pouvoir laisser la vie nous proposer ce qui va être juste pour nous-mêmes. Et Ouais. ce qui va être bien meilleur pour nous-mêmes en réalité. Je pense que ouais, Voilà. ça c'est vraiment une des plus grandes leçons de lâcher prise finalement. Et qu'on on croit en tant que petit humain, on contrôle tellement de choses, alors qu'en fait, si on s'autorise juste à être dans le mouvement, mais à suivre, enfin, je veux dire, dans l'action aussi, c'est toujours cette notion dans le lâcher prise où on se dit, ah, ben, j'ai rien à faire. Non, on est dans le mouvement, mais on autorise aussi ce flot de la vie nous accompagner et au-delà, ouais, de ce qu'on envisionne et ouais, ce qu'on voudrait voir, parce que ce qu'on voudrait voir se réaliser. Enfin, en plus, c'est vrai dans tous les domaines de la vie. Tu parles du processus Oui, créatif, mais pour moi, c'est vrai partout, tout le temps. Et tout à fait. ouais, de s'autoriser à laisser la vie nous répondre, en fait, comme ce qui est juste, et pas forcément comme ce qu'on l'entendrait au niveau du mental. Ouais. Comme quand on attend un enfant. Tu vois, Mhm. on ne sait pas. En fait, on attend un enfant, d'accord, mais quelle forme il va avoir? En réalité, on n'en sait rien. Tu vois, c'est toujours la découverte. Mais Mhm. pour tout ce que l'on vit, c'est pareil. Pourtant, qu'est-ce que l'on fait quand on est enceinte? Eh ben, on se laisse habiter. On se laisse Mhm. habiter par la vie en nous-mêmes, hein, Ouais. tu vois. Et Ouais. on projette des choses, mais on se laisse habiter par la vie en nous-mêmes, malgré tout. On est obligé de cela. On n'a pas le choix. Et c'est dans, on n'a pas le choix. Eh bien, ça, en tout cas, quand on est une femme, mais même un homme, puisqu'il vit aussi cette grossesse, eh ben, on peut se rappeler de cette sensation-là, de comment on faisait à ce moment-là pour pouvoir ben, appréhender un autre lâcher-prise sur autre chose. Mais c'est le même processus intérieur, c'est la même Ouais. chose. Ouais. On a cette intention, on sait qu'on a cette intention, on sait qu'on a ce projet-là, on sait qu'on a cette envie-là, on sait qu'on a ce désir-là. C'est OK. Et ben, on peut se laisser habiter par lui. On peut y penser, on peut s'y relier, on peut le goûter, on peut se laisser euh, vraiment épouser par lui, se faire prendre tout entier par lui, Mhm. sans pour autant lui donner de forme, Ouais. sans pour Ouais. autant se dire il sera comme ci, comme ça, à tel moment, à telle heure, à tel... Voilà,
Non, parce que là, on se coupe. C'est On ça. se coupe. Et c'est pour ça que j'aime On- bien commencer ces interviews et parler beaucoup de l'importance de savoir pourquoi on fait ce qu'on fait et ce qui nous habite et ce qui nous fait vibrer et de ne pas se polluer du comment je vais faire. Parce que Oui, justement, ça peut prendre mille et une formes et que si on se focalise trop sur le comment, eh ben, on va avoir tendance à voir toutes les, tout ce qui va nous bloquer dans le processus parce que, bah ouais, comme tu l'as dit, quand on attend un enfant, euh, on ne sait pas comment la naissance va se passer, on ne sait pas qui on va rencontrer lorsque notre bébé va arriver au monde. Et donc, de lâcher sur le comment ça va se passer, pour moi, c'est quelque chose de vraiment important. tout à fait. Et on peut faire le parallèle avec le chemin de vie, Mhm. tu vois, où on disait, mais si, il faut trouver. Là, le bonheur, elle a cette forme-là. La vie parfaite, elle a cette forme-là. Et puis à ce moment-là, bah, tant qu'on n'a pas cette forme-là, bah, on profite pas, on n'est pas heureux, on se dit, bah non, j'ai pas touché le bonheur, bah non, je vis à ma vraie vie. Or, en réalité, on la vit. On peut la vivre tout de suite, maintenant. Ouais. Et on peut se laisser habiter par cette vraie vie. Et se laisser, du coup, habiter par la vie. Donc, laisser la vie s'exprimer en nous-mêmes. Et quand on laisse la vie s'exprimer en nous-mêmes, eh ben, on est toujours en harmonie avec la vie. C'est ça. Donc, comme tu dis, ton expression, on suit son dharma. Et on suit son dharma pas individuel, on suit son dharma tout court. Ouais, sachant que son dharma individuel, il fait partie du dharma collectif aussi. Donc, Voilà, encore une fois, le fait de s'écouter et de s'autoriser à vivre d'épanouissement et d'enthousiasme et d'accomplissement personnel, c'est tout sauf égoïste parce que ça contribue au monde meilleur qu'on est en train de créer et à l'épanouissement du collectif aussi. Mhm. tout à fait. Et ce que je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, c'est que c'est vrai, moi je l'observe énormément de fois dans plein de choses, dans plein d'endroits, dans plein de projets. Euh, et on veut tellement que ça marche, entre guillemets, donc avoir du résultat, qu'on oublie le sens de ce que l'on fait, Mhm. tu vois. Et on oublie d'être en réalité. Donc, on essaye en fait d'être au départ en disant voilà, j'ai une nouvelle idée, elle est plus proche de moi-même, elle est plus proche de mon être, c'est ce que j'aime. Et puis de nouveau, on va se perdre dans le faire. Et on va encore une fois donner plus d'énergie à, comme tu disais, ce qu'on fait, comment on le fait, que qui je suis quand je le fais et qui j'ai Mhm. envie d'être quand je le fais. Exactement. Parce que comme tu dis si bien, et je rebondis parce que c'est sur quoi j'insiste, mais on ne nous l'apprend pas. Mhm. On ne nous l'apprend pas. Ouais. Et on ne nous laisse pas le temps de l'apprendre. Parce que ça, c'est profondément lié avec le temps, Mhm. avec cette Mhm. notion du temps. Se Ouais. laisser le temps. Ouais. Se laisser le temps de vivre, se laisser le temps d'être, se laisser le temps d'être inspiré, se laisser le temps d'être informé par la vie. Ouais. Et ensuite Ouais. d'appréhender toutes ces informations, de pouvoir les digérer comme une gestation. Tout à fait. Et que comme on a tous notre couleur dont tu parlais tout à l'heure, tous notre dharma personnel, on a tous notre timing aussi, en fait. Tout à fait. Et ouais, il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Il est singulier. Il est singulier, Exactement, comme tu dis voilà. si bien. Chacun son timing et chacun le temps nécessaire pour assimiler les leçons et ouais, c'est effectivement un point très important, cette notion de temps aussi. Et du coup, de ne pas chercher à se comparer les uns avec les autres parce que le timing de l'un n'est pas forcément l'autre et c'est OK en fait. Tout à Chacun fait. son chemin. Mmh. Oui. Ouais. Et ça vient aussi de l'éducation. Parce qu'on est comparé, on est amené à être comparé depuis tout petit à l'école, même, Ouais. même en maternelle. Mmh. Ouais. Donc on est habité par cette énergie de compétition et non pas de coopération. Mmh.
Il y a très peu de jeux coopératifs à l'école. Ouais, ouais, c'est vrai. Dans une salle de classe, il y a très très peu de coopération qui est demandée aux enfants. Ouais. Et même, je dirais que à la maison, quelquefois, il y a très très peu de coopération qui est demandée aussi. Moi, je me rappelle d'une retraite spirituelle que j'ai donnée. Et les parents parlaient, parce qu'il y a des moments où on est ensemble, parents-enfants, et les parents parlaient des tâches ménagères, que c'était compliqué, etc., etc. Et puis, en fait, donc, lors de la retraite, nous, on demande aux enfants de faire des tâches ménagères. On demande aux enfants de laver leur assiette, on demande aux enfants de choisir ce qu'ils vont manger, etc., de faire les choses seuls, mais de coopérer ensemble. Ouais. Les enfants ont adoré. Et les parents, du coup, s'étaient rendus compte de ça à la fin de la retraite en disant, mais je comprends pas, voilà, peut-être que ça va vous donner des idées, les enfants, parce que ici, vous avez coopéré, à la maison, vous coopérez pas. Et en fait, en réalité, on se rendait compte que les enfants, ce qu'ils demandaient, c'était de faire avec les parents. C'était de faire ensemble. Et non pas de recevoir des ordres pour finalement combler le manque de temps d'un, combler le manque d'espace d'un autre, le besoin de celui, mais c'était de faire ensemble. Et quand on faisait ensemble, ça amenait de la joie. Et que là, l'enfant, il était OK pour faire ensemble, parce que ça le mettait en joie. Et là aussi, c'est propre à chacun. Mais bien souvent, c'est ça, en fait, on est des êtres de lien. L'enfant, on le voit, c'est pas un enfant, il va pas rester dans son coin, il va vouloir aller voir le petit enfant, le bébé qui est là-bas, le petit chien, le petit machin. Et on est des êtres de lien. Ouais. Et on a envie d'être en lien. On a envie de se sentir relié. Mais Ouais. on oublie On ça. oublie. Dans le quotidien, on oublie ça. Et Ouais, dans cette le connexion à quotidien la familial joie. aussi. Ouais, Ouais, et la connexion à la joie, c'est tellement important et c'est quelque chose sur lequel j'insiste beaucoup aussi parce que c'est clairement une indication qu'on est sur le bon chemin quand on est sur un chemin qui nous met en joie. Ouais. oui, quand on est en joie, oui, mais comme on disait tout à l'heure, ce chemin de la joie, elle n'est pas non plus à rechercher tout le temps. Ouais. L'idée, c'est ce qu'on peut confondre, c'est la joie et le plaisir. Mhm. Voilà, c'est pas la même chose. Le Non. plaisir, il est émotionnel. Il est dans un espace émotionnel, dans un espace vital. On va rechercher cette vitalité, on va rechercher ce plaisir. Et ça peut être une addiction, entre guillemets. Mhm. Parce que c'est l'être émotionnel qui est aux commandes de notre vie. On cherche à se faire plaisir, donc on va chercher toujours l'extrême et on va fuir finalement le reste. Par contre, la joie, c'est ce sourire intérieur qui est toujours présent et qui nous pousse à faire les choses avec cœur, à partir de l'espace du cœur et de les vivre avec notre cœur et d'aimer les vivre. Et comme on disait tout à l'heure, même les choses confrontantes, même les choses difficiles, même les choses douloureuses. Donc c'est Ouais. bien à faire. Généralement, on confond aussi ces deux espaces, comme du coup on confond ces deux mots. Et derrière la joie, il y a toujours le plaisir qui vient. Très bon point. Et du coup, Ouais. si on est, voilà. Du coup, si on n'est plus dans le plaisir, on n'est plus dans la joie, donc on suit plus son cœur. Eh ben non, Mm. pas toujours. Ouais. On Ouais, ne c'est peut là où c'est pas. important d'avoir cette écoute subtile en fait, intérieure. Oui, Parce que, ouais. d'où Ouais, merci. l'importance de se connaître vraiment. Ouais. Mhm. De connaître Mhm. chacun de nos espaces, de pouvoir ben, identifier, moi ce que j'appelle avec les enfants, mais nos petits monstres émotionnels, Mhm. pour déjouer finalement leur piège et qu'ils ne prennent pas contrôle sur nous-mêmes, Ouais. mais que notre lumière puisse être aux commandes tout en voyant, tout en pouvant observer ces petits monstres qui sont présents et qui essayent de se jouer de nous-mêmes, Ouais. mais d'en avoir conscience. Parce que c'est ça qui change tout. C'est ça. Ça va nous permettre de discerner les choses et de pouvoir se choisir, nous choisir, et de choisir à qui on donne notre force, notre énergie, notre pouvoir. Ouais. Ouais, merci beaucoup de tout ce que tu as partagé. Souvent, je termine avec la question, est-ce que tu aurais un conseil à nous donner? Mais tu en as donné déjà tellement de clés.
Si tu Ouais, en as un qui te bah, vient spontanément. Et après, moi, j'avais envie de lire un petit passage de ton livre aussi, sur lequel je suis tombée par hasard tout à l'heure et ok. qui t'en est très juste. Mais vas-y, Bah, si tu as un conseil qui... je continuerai sur ça. Enfin, vraiment, il y a vraiment une importance à se connaître soi-même, mais se connaître intimement, Ouais. vraiment intimement, se connaître subtilement. Et ça, c'est une vraie clé. C'est une vraie clé qui est essentielle et importante aujourd'hui. Au-delà de, euh, au-delà voilà, de conceptualiser des choses, mais vraiment de pouvoir se relier à soi. Et se relier à soi, c'est se relier certes à son âme, mais c'est aussi aux autres parts de soi, pour pouvoir les appréhender dans notre quotidien et sentir dans quel espace on est, à partir de quel espace on regarde, à partir de quel espace on écoute, à partir de quel espace on projette, à partir de quel espace finalement on peut aimer, ou on a l'habitude d'aimer quelquefois, on peut se rendre compte qu'on n'aime pas à partir du bon espace, parce qu'on a encore une fois donné toute la place à un corps qui n'est pas nous-mêmes. Donc, que ce soit notre corps mental, notre corps émotionnel ou autre. Mais bien souvent, c'est ça dont on se rend compte. Et de pouvoir se rendre compte de ça, c'est pouvoir ne plus se laisser berner finalement par nous-mêmes, mais de plus mentir à soi-même et d'être réellement transparent avec soi-même, d'être au clair avec soi. Et ça, pour moi, c'est une vraie clé. Ouais, tout à fait. Est-ce que tu aurais, pour conclure, justement des outils qui, en quelques mots, sans rentrer dans les détails, mais justement parce que peut-être qu'il y a des personnes qui nous écoutent et qui se disent, OK, mais comment je fais concrètement pour me Oui, connaître? oui, j'en donne dans mon livre, mais c'est le même que je vais donner parce que ce qui est pour moi le plus important, c'est vraiment de repérer les points bloquants en nous-mêmes. En tout cas, de repérer émotionnellement qu'est-ce qui vient dans notre vie, qu'est-ce qui vient nous confronter, qu'est-ce qui vient à chaque fois nous mettre en colère, nous rendre tristes, et de pouvoir observer à chaque fois ces phénomènes. Et comme je le dis, de pouvoir appréhender ces phénomènes, ces émotions, ces sentiments, ces tensions, comme des petits personnages. Un petit peu comme des petits personnages d'une bande dessinée, comme des petits monstres. Et voire même, ce que je dis souvent, mais c'est de voir même de leur donner un surnom Mm. marrant, pour pouvoir en rire. Hein. Parce que amour et humour vont de pair. Donc le rire amène à l'amour, comme l'amour donne l'envie de rire et d'aimer. Mm. Et ben l'humour amène aussi à l'amour. Et donc, plus je rigole de moi-même, donc plus je peux observer ces petits monstres et donc, du coup, en rigoler, et bien plus je vais pouvoir me désidentifier d'eux, puisque justement, je rigole de moi. Donc là, je vais plus m'auto-flageller, je vais plus me juger, mais je vais rigoler. Je vais finir par aimer, en fait, ces parties de moi. Je vais finir par arriver à les apprécier, même si je mets pas encore le mot aimer, mais je vais arriver finalement à les voir comme des petits copains, comme des petits amis, comme des enfants aussi. Et un ami, j'ai pas envie de me confronter avec, c'est pas mon ennemi, c'est un ami. Donc je vais le voir avec cet œil-là, cet œil nouveau, et ce qui va me permettre de vraiment, là, m'ouvrir à un choix que je n'avais pas auparavant. C'est-à-dire qu'avant, quand j'avais pas confiance de moi, j'avais pas confiance de ces petits personnages, et puis je laissais m'habiter. En ayant conscience, je les observe. Donc c'est la conscience en moi qui les observe. C'est mon âme qui observe et qui me permet d'avoir un vrai choix. Mm. Là, je peux plus me mentir. Maintenant, j'ai la capacité de choisir. Donc je choisis en conscience. Je peux choisir en conscience de me laisser habiter par ce petit monstre, mais je peux aussi choisir de ne pas me laisser habiter par ce petit monstre émotionnel. Et je peux choisir aussi une émotion qui m'élève. Je peux choisir de me laisser habiter par une émotion qui m'élève. Mais j'ai le choix. Mm. Voilà. Ouais, bah, merci beaucoup. C'est précieux de se rappeler ça, qu'on a toujours le choix de nos pensées, et même si ça ne veut pas dire que c'est facile et c'est un vrai exercice, et c'est comme un muscle, il faut l'entraîner pour que
ça devienne de plus en plus naturel. Mais ouais, on a toujours le choix de laisser la place, plus ou moins de place à ces différents petits personnages intérieurs. J'aime beaucoup l'image. Exactement. Du coup, comme je disais, ouais, je voulais juste lire un petit passage de ce livre. Je suis une étoile et toi aussi. Vraiment, je l'ai ouvert tout à l'heure et je suis tombée là-dessus. Je me suis dit, bah voilà, c'est exactement de ça dont on va parler aujourd'hui. Du coup, c'est un passage qui dit: une lumière, c'est ce qui éclaire la vie, ce qui éclaire les autres, ce qui t'éclaire tout au long de la journée, comme les étoiles dans le ciel. Regarde par toi-même ce soir. Une étoile te montre l'importance de se connecter à ta lumière pour rayonner de tout son être. Elle ne fait rien d'autre que de briller en étant connectée à sa lumière, à ce qui la fait briller, à ce qui la fait vibrer. Se connecter à sa lumière, c'est s'y relier et créer un lien avec elle. C'est comme brancher un fil magique avec tout ce qu'il y a de lumineux en toi pour alimenter ta tête et ton corps et les rendre tout aussi lumineux. Et je me trouve dans la lumière en lisant ça. Ouais. Voilà, tout est dit, je trouve, dans ce petit passage qui est magnifique. Et vivre son dharma, c'est ça. C'est faire briller sa lumière intérieure et inspirer tout un chacun, en faire autant pour que tous ensemble, on brille de mille feux. Ouais, c'est chouette. Une belle conclusion. Je peux pas faire mieux. Ben écoute, elle est de toi, donc merci à toi. Et puis bah, pour terminer, est-ce que tu veux juste partager ton actualité du moment, où est-ce qu'on peut te trouver, ce que tu proposes? Oui, avec plaisir. Alors, en ce moment, je me trouve au Sri Lanka, mais je reviens en France tout bientôt. Et donc, dans l'actualité, j'ai plusieurs choses au niveau de tout ce dont j'ai parlé des enfants. Donc, aussi bien soit vraiment de notre enfant intérieur que notre appel à être avec les enfants. J'ai une formation qui démarre en mars qui s'appelle Au cœur de l'enfant, qui propose cette transformation intérieure et qui propose aussi de pouvoir animer des ateliers spirituels. Je suis une étoile et toi aussi avec les enfants. Et puis, j'ai également prochainement une formation en ligne qui s'appelle Au cœur de mon âme. Donc là, ça m'a été beaucoup demandé en fait, puisque j'ai aussi sorti un livre qui s'appelle Voyage au cœur de mon âme. Et il y avait beaucoup d'exercices pratiques. Euh, et les gens m'ont demandé si j'avais pas un stage où je pouvais pas pratiquer, on pouvait pas pratiquer ensemble. Donc vraiment, ce stage-là, il est fait pour ça, pour ouvrir les portes de son cœur et, euh, et se relier à son âme, à son unicité et rayonner sa lumière. C'est la conclusion du message que tu as lu. C'est vraiment comment je rayonne ma lumière et ce dont on a parlé dans la dernière partie, c'est déjouer les pièges de son propre ego, se connaître mieux par rapport à soi-même, vraiment de soi à soi, et de pouvoir communiquer avec son âme pour incarner vraiment pleinement ses idéaux. Donc ça, c'est le stage qui débutera également le 14 mars, en mars. Et puis après, comme tous les ans, j'ai les retraites spirituelles en juillet par enfant. Voilà, Super. au Et niveau donc de j'imagine qu'on peut l'actualité. retrouver tous ces détails sur ton site. Oui, 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 il y a tout sur le site, effectivement. Génial. Ben, un grand merci pour ce temps, pour ce bel échange et tous tes partages. Merci à toi, Perrine, vraiment pour cette invitation. Je te Avec grand remercie plaisir. profondément. Et puis, Et tu finis dans la lumière, effectivement. ouais, Tu dans vois, l'ombre et la le lumière. soleil, ouais, Et ben, je profitais bien de ce beau voyage en Sri Lanka. Ouais, Sri Lanka, on dit en anglais, c'est pour ça que j'ai au ouais. Sri Lanka en français. Euh, dont je profite égoïstement. Je voyage par procuration à travers certains de vos partages. Donc, profitez Merci, bien. Et puis encore, merci de l'acceptation de l'invitation et merci d'inspirer, de nous avoir inspiré ce matin à vivre notre dharma. merci Perrine, et merci à toi surtout d'avoir changé l'horaire aussi. Ah, avec plaisir. C'est
c'est mon projet, je fais ce que je veux et si ça peut aider, ben, je m'adapte avec grand plaisir. Ouais. Super. Bah, merci infiniment. Et je te Belle souhaite fin de une journée. très belle journée à toi aussi. Merci. Merci, ouais. Merci à toutes les personnes qui nous ont suivis en direct et je vais Tout à fait. essayer De Ouais, ouais, de bon, compiler les deux morceaux. voilà. C'est pas gagné, c'est pas forcément mon point Ouais. fort, mais je vais tenter. Ok. On croise les À- doigts. ouais, voilà. À très bientôt. Merci À encore. bientôt. Au revoir. Ciao. Au revoir tout le monde.